Bonjour Jacques Grimard, merci de nous recevoir. On essaie de faire un petit tour de Boisseron par les différents habitants et on ne pouvait pas ne pas passer par chez vous. Donc on va parler par exemple de vos souvenirs d'école à Boisseron, l'école à Boisseron quand vous y alliez. Oui, eh bien l'école, j'ai commencé comme tout le monde à 4 ans ou 5 ans. Enfin. Et j'ai poursuivi mon parcours à Boisseron avec M. Pelleri, M. et Mme Pelleri. C'était un couple? Oui, à l'époque, oui, c'était l'école Géminet, comme il disait. Pourquoi? Gémeaux, quoi. Ah oui. Ça me rappelle, mon arrière-grand-père avait été instituteur ici. À l'école laïque? À la même école, oui. À la même école? Oui. Ah oui, donc c'était presque un lieu connu déjà, quoi. D'accord. Et ensuite, il y a eu le collège, après l'école de Boisseron, dans la période de 1939-45 en gros. 42, à partir de 40. Et donc, l'impact de la guerre sur l'enseignement au collège? On apprenait à chanter Maréchal nous voilà, enfin, vous voyez un peu le genre de l'école laïque. Oui. Et au niveau des enseignants, c'était plus... C'est très, très sympa. Et vous arrivez à assurer un enseignement complet ou... Ah oui. Oui. Matin et après-midi, tout le monde? Ah oui, d'accord. Il y avait assez d'enseignants. Tous les matins, nous partions tous en vélo, une joyeuse cohorte qui rejoignait Sommières. Et vous rentriez déjeuner à ce moment-là? Ou vous restiez sur place? On restait déjeuner, oui, bien sûr. Il y avait un système... Sauf quand il pleuvait, que c'était un très mauvais temps. Alors je mangeais chez le directeur, chez M. Barral, qui m'accueillait à ce moment-là. Et autrement, vous restiez déjeuner au collège ou vous reveniez à Boisseron? On revenait à Boisseron. Ah non, 4 fois par jour. 4 fois par jour. D'accord. Et donc, après le collège, vous poursuivez vos études? Je suis allé jusqu'au brevet élémentaire à Sommières. Ensuite, je suis allé au lycée à Montpellier. À quel lycée? Bon, il n'y en avait qu'un à l'époque. Lycée Joffre. Voilà. J'étais pensionnaire. C'est pas une bonne période de ma vie. Non. L'habitude de la liberté, du village, autre chose. Enfin, vous avez fait des études de lettres ou sciences, lettres? Droit. Droit. Je suis allé jusqu'au doctorat. Sciences économiques. Doctorat en sciences économiques. Et c'était le thème de votre doctorat? C'est-à-dire que je n'ai pas passé de thèse, je suis parti travailler tout de suite après. D'accord. Et vous êtes parti travailler où donc? En Ouvang-Guichari. Et vos fonctions là-bas? Eh bien, j'en ai eu plusieurs. D'abord, je travaillais au ministère des Finances, puis ensuite, j'ai fait 3 séjours. Premier séjour, j'étais le petit fonctionnaire, bon, sans problème. Ensuite, j'ai eu des fonctions plus importantes, adjoint au sous-préfet, directeur comment on disait, chef de district à l'époque, en Baïti. C'était en plein, vraiment l'Afrique équatoriale, la forêt équatoriale, vous voyez, Baïti. Il y avait une grande forêt, il y avait des pygmées, des éléphants, enfin c'était vraiment un autre pays. Un autre pays, oui. C'est là que mon fils est né d'ailleurs. Il est né à Bangui, bien sûr, la capitale. Et ensuite, troisième séjour? Troisième séjour, j'étais sous-préfet. Carrément. On m'a donné des fonctions qui correspondaient à sous-préfet, ça s'appelait pas comme ça, mais enfin c'était... Donc vous êtes resté jusqu'en quelle année là-bas? Ne me parlez pas de date parce que... Une dizaine d'années en tout? Oui, en tout 10 ans. Quoi. Mon carrière, 10 ans en Afrique, 10 ans en Lozère et 10 ans à Montpellier. D'accord. Et donc en Lozère, vous exercez quelle fonction? Fonction, j'étais responsable des affaires économiques, en particulier du tourisme. Donc c'était le début du développement du tourisme en Lozère. J'ai été un peu impliqué dans la création du parc national des CEL, par exemple. Oui. Des projets importants qui ont vu jour et qui vivent aujourd'hui. C'est sûr. D'accord. Et après, retour à Montpellier, en fin de carrière, quoi. Oui, à Montpellier, alors bon, d'abord à la préfecture, puisque c'était ma vocation initiale, enfin mon corps d'origine, la préfecture, ensuite au conseil général. On était bien amis avec M. Somade, qui était président à l'époque. Oui. On avait pratiquement fait des études ensemble, mais il avait un an de plus que moi.
Et donc là, vous étiez chargé de quel secteur, plus ou moins? Ben, à la préfecture, bon, j'ai été directeur de la protection civile. Et ensuite, en conseil général, j'étais directeur de l'administration générale. Puis quand ça s'est étoffé, que ça s'est diversifié, j'ai été, comment dire, directeur du personnel. Oui, parce que le conseil général est devenu énorme. Ouais. Directeur des ressources humaines, oui, c'est vrai. Elle y passait, il y avait beaucoup de salariés. Et lorsque vous êtes arrivé à la retraite, vous êtes venu à Boisseron. À Boisseron, bien sûr. Dans cette maison où je suis né d'ailleurs, au premier étage. Je n'habite plus le premier étage parce que maintenant il y a des escaliers, c'est trop dangereux et trop fatigant à la fois. Donc, retour aux sources. Retour aux sources. À la naissance. J'ai ma place au cimetière, bien sûr. Comme beaucoup de Boisseronnais. Quand Jeannette est décédée, mon épouse, j'ai fait la plaque, Jeannette est décédée le, et Jacques en dessous. Ah, c'est déjà pris. Rien que mettre la date, vous voyez. Comme ça, je serai Boisseronnais jusqu'à la fin. Et donc, pendant votre retraite, vous avez fait un passage en mairie. Oui. Du temps de Maître Lafont. Voilà. Maître Lafont m'avait demandé de participer à... Je ne me suis pas présenté sur sa liste d'ailleurs. Sur la liste d'un autre qui n'a pas été élu d'ailleurs. Et donc, vous avez été élu à l'époque sur la liste de Maître Lafont, et à un moment donné, Maître Lafont s'est désisté. Oui, d'accord, il m'avait promis, il m'a dit, bon, je te laisserai la succession, enfin, il est parti, donc je l'ai remplacé jusqu'à la fin du mandat, mais je n'ai pas renouvelé d'ailleurs le mandat. Oui, je sais. Et donc pendant ce mandat, qu'est-ce qui s'est passé d'important à Boisseron? Parce que c'était déjà l'époque du changement sur Boisseron. Oui, bien sûr, à cette époque-là, on a finalisé, comment dirais-je, la circulation en faisant la déviation qui existe toujours. De Boisseron, par la plaine pour rejoindre le Vidourle. Ouais. D'accord. Et deuxièmement, on a fait aussi le barrage sur le Vidourle. Le barrage avait cédé, et au moulin de Boisseron, il n'y avait plus de retenue pratiquement. Alors, ça a été quand même quelque chose d'important. Oui. Oui, et qui tient encore aujourd'hui et qui permet de maintenir des retenues entre deux villages, quoi, parce que sinon il n'y en aurait plus. Surtout que l'année de sécheresse de cette année. Et sur la déviation, donc ça a imposé de couper la voie ferrée. Oui, là ça a été une erreur des services techniques parce que ce viaduc n'aurait pas mérité d'être amputé comme il a été. C'est dommage qu'on n'ait pas fait classer au monument historique à l'époque. C'est les services techniques, à partir d'un certain moment, ça échappe. Oui, bien sûr. Et c'est au niveau préfectoral ou départemental que ça se décide. D'accord. Et donc, le barrage... Laissez tomber, je vais écouter après. Et la déviation. Oui. Et à la fin de votre mandat que vous n'avez pas renouvelé, bon, mais de toute façon, même pendant votre mandat, vous étiez au conseil d'administration, par droit, c'est comme ça, du château. C'est ça, oui. Alors, on connaît l'histoire du château par M. Aubert, parce que lui, c'est d'un point de vue historique, avec toute l'affiliation, les appartements et les évaluations. Alors? Bon, le château, bon, c'était quelque chose, une aubaine pour Boisseron, quand même nous employons une quinzaine de travailleurs. Et c'était un village de vacances qui accueillait surtout des gens pendant les... On avait un contrat avec des grandes administrations, avec le ministère des Finances par exemple. Nous envoyaient qu'il y avait des places retenues. Mais ça faisait aussi, il y avait des classes vertes, il y avait du troisième âge. Oui, d'accord, c'était très, très varié, bien sûr. Et même nous faisions un accueil de restauration. Oui, tout à fait. Je me souviens que nous faisions le taureau à la broche. Là. Oui, oui, dans le parc. Tu t'en souviens aussi? Bien sûr. Et ça a servi d'accueil aussi de cantine pour les enfants de l'école. À l'époque, oui. À l'époque, voilà. Et donc après, à un moment donné, ce château... À un moment donné, ce château, nous appartenions locataires. Les propriétaires, nous avions pris en charge beaucoup d'investissements. Oui. Notamment dans les chambres, avec l'ascenseur, etc. Enfin, pour être aux normes de sécurité. Et nous payons
l'échéance des prêts que nous avions contractés. Finalement, il y a eu un imbroglio financier et le château appartenait à la Fédération nationale des médaillés du sport, qui un jour ou l'autre a voulu vendre le château. Et nous avons été un peu bernés dans l'affaire parce que nous n'avons pas retiré un sou, malgré les investissements que nous avions réalisés. Oui, qui était important. Qui était important. Et là, c'était... Ça a été un peu peut-être le passage loupé de l'avoir gardé à Bosseron, ou c'était trop cher pour Bosseron? Que la mairie le garde. La mairie n'était pas du tout favorable, je vous le dis tout de suite. À conserver le château? Non, ni M. Aubert d'ailleurs, enfin bref, pour d'autres raisons. Alors je vais parler sans amertume aucune, bon. Non, c'est... J'ai oublié toutes ces histoires. Mais le conseil général, à un moment donné, était d'accord pour nous racheter par l'intermédiaire d'un de ces organismes, le parc. C'était même une richesse écologique énorme. 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 Et donc, vous, dans le village, vous l'avez vu évoluer, se modifier, entre, je dirais, votre ressenti entre le passé et puis maintenant. Qu'est-ce que vous trouvez de positif et comment vous trouvez qu'il a évolué, l'intégration des gens, les Boisseronnais, les... Eh bien écoutez, ça soit toute une longue histoire bien sûr. Vous parlez des Boisseronnais et des nouveaux Boisseronnais surtout. Qui, autrefois les gens venaient de la Lozère. Ils venaient vendanger et puis après certains sont implantés ici. Il y a eu des mariages aussi. Ma famille, tiens, je me permets de touche personnelle, ma famille est originaire de Saint-Alban en Lozère. Un Grimard est venu à l'époque de la Révolution et s'est installé ici. Donc c'était des étrangers de pas loin. Les gars, je peux vous raconter pour comment ils sont implantés. Oui. Un de ces Grimards était militaire, avait été sous les guerres napoléoniennes, avait été conscrit quoi. Un jour, il regagnait ses postes, il partait il traversait, il revenait d'Espagne, son corps revenait d'Espagne. Ils sont passés à Boisseron, ils ont fait un grand défilé. Ils allaient continuer les guerres dans le centre de l'Europe. Et alors chacun avec sa lance, et là, oui. Avec sa lance, et les filles ont lancé des couronnes de buis, de Boisseron. Mon arrière-grand-mère a envoyé une couronne sur la lance de ces militaires. Et ces militaires? Voilà, alors il avait remarqué, quand il est revenu, ils se sont retrouvés, ils se sont mariés. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés à Bosseron. Depuis les années 1800, oui. Ça c'était, bon, il y avait donc des gens qui venaient de Lozère ou de choses comme ça par là. Puis après, qui on a eu comme nouveaux habitants en nouvelle vague? Après, nous avons eu d'abord les Italiens, beaucoup d'Italiens à l'époque. Pour des raisons économiques essentiellement? Non, parce qu'ils fuyaient la dictature de Duce. Ils fuyaient, d'accord. Les Saint-Chini. Entre anciens coiffeurs. Avec qui nous étions à l'école. Ensemble, puis les Espagnols, à l'école Franco, ils ont fui la dictature franquiste. Et il y a eu aussi la guerre d'Algérie qui a eu son impact. Et ensuite, nous avons eu les rapatriés. Et il y a eu plusieurs familles qui se sont installées à Bosseron. Oui, une d'entre elles a acheté le château d'ailleurs à l'époque, les Rénal. La ferme. La ferme avec la propriété agricole. D'accord. Et puis, bon là, on restait encore en nombre un peu réduit quand même. Ça augmentait, mais... Oui, avant la guerre de 40, il y avait 555 habitants. J'aurais bien retenu le chiffre parce que mon père était secrétaire de mairie aussi, à cette époque-là. Et je n'ai pas complété beaucoup de papiers. Là, maintenant, nous sommes dans les 3000. 2000, pas 2000. N'exagérons pas. Mais donc, cette immigration, ces nouveaux arrivants, bon, ça a un peu grossi le village, mais sans... Ils sont intégrés, quoi. Voilà, sans problème.
Et après, on a eu une nouvelle vague d'arrivants. Je crois, pour moi, la plus importante, ça a été, la première, ça a été les Hauts-de-Boisseron, la création des Hauts-de-Boisseron. Et là, la population qui est arrivée là, c'était une population qui venait d'où? À l'époque, je vois l'Afrique du Nord peut-être. Il y a eu pas mal de rapatriés qui ont acheté là. Mais il y a aussi beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités, c'était des grandes parcelles. Oui. Et ça a été un premier afflux, mais qui n'a pas trop impacté peut-être sur le village, mis à part le lotissement. Parce qu'au niveau de l'école et tout, il n'y avait pas d'enfants à ce moment-là. Non. Peu d'enfants. C'est après, c'est la deuxième génération qui s'est bien intégrée à la population boisseronnaise. Et ensuite, une nouvelle explosion, c'est dans les... Il y a peu de temps en fait. Oui. Il y a, on dira, 5-6 ans, 8 ans, Oui. même pas. Avec la succession de Pagésie qui s'est vendue. Oui. Et la société Hectare qui a construit... Oui. Voilà. Et donc là, cette intégration, vous la voyez comment en tant qu'ancien? Ça ne me gêne pas. Vous ne vous gênez pas? Non, mais autrefois, il y a eu certainement un certain esprit de clocher qui faisait que les anciens boisseronnais ne familiarisaient pas trop avec les nouveaux. Bon, c'est pas mon cas. J'avais comme adjoint M. Collet, qui était lui originaire d'où venait-il? De la région parisienne, je pense. De la région parisienne, oui. Et d'autres, Cita aussi, madame... Est-ce que dans votre mandat, c'est la première fois qu'il y a eu des femmes élues? Non, c'était bien avant. C'était avant et Maître Lafont. Lafont avait, oui. Il y avait madame Barthélemy, madame Trambouze aussi. Madame Trambouze, il y avait la dame là qui était femme de pasteur. La femme du pasteur. Madame Boissé, oui. Madame Boissé. Ouais. Et Cita Gaillard. Oui, c'est ça. C'était ces 4 femmes qui sont rentrées les premières au conseil municipal et qui ont fait plusieurs mandats pour certaines. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que ça a ouvert qu'il y ait des femmes au conseil municipal? Vous avez trouvé un changement? Je sais pas, apparemment, non. Elles étaient bien à leur place. Elles avaient occupé des fonctions. Il n'y avait pas de clash entre sexistes, si vous voulez. Ça s'est très bien passé. Et est-ce qu'elles ont ouvert des chantiers, voilà, que peut-être avant c'était un conseil municipal exclusivement masculin, et que des femmes, avant un conseil mixte, elles ont peut-être ouvert des voies? Oui, sûr. Du point de vue des écoles, par exemple, vous voyez, des questions sociales. La garderie, je pense? Garderie, oui. Parce qu'il y a une garderie qui a été créée dans les locaux de la mairie. Exact. Avec Josie. C'était, oui, un peu une première ébauche de ce qui existe actuellement. D'une crèche. Oui. Avec les moyens du bord. Oui. Et vous, donc, Boisseron, c'était un village essentiellement dans votre jeunesse qui était agricole. Oui. Aujourd'hui, ayant des enfants et des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants, comment vous voyez l'avenir de Boisseron, son évolution? Eh bien, on peut se passer à plusieurs points de vue. Point de vue économique, point de vue social, point de vue politique. Point de vue économique, bon, vous savez que la vigne est en train de disparaître puisque la cave coopérative a fermé ses portes. Politique, nous sommes en but aux manœuvres de la capitale Montpellier. de Montpellier, qui voudrait que l'agglomération s'élargisse jusqu'à la Lunel, en fait. Et donc, il peut se créer, vous pensez, entre guillemets, un espace tampon entre Nîmes et Montpellier? Bien sûr, bien sûr. Comme on en a parlé du pays de Sommières, le long du Vidourle. Non, à mon avis, c'est une aberration, bon, que la ville reste la ville et la campagne reste la campagne. Il y en a qui disent on aura le métro, le tramway à Boisseron, mais c'est pour ça. Vous savez, c'est un peu de l'utopie tout ça. L'évolution économique, mais écoutez, à mon avis, c'est mal parti parce que, vous savez, la seule entreprise qui existait sur la zone artisanale, c'était le dépôt de Carrefour.
Mais bon, il y avait peu d'emplois. Et vous ne voyez pas de possibilité, vous ne ressentez pas un retour à la terre ou... Retour à la terre, si, avec l'agriculture bio, peut-être on pourrait arriver à... Vous savez qu'il y a un producteur à Boisseron qui fait des vins bio. C'est Léo de Courchamp, non? Oui, non, Courchamp, c'est... Et c'est le professeur de l'autre côté de la route de Saunière. Oui, d'accord. Et vous pensez que ça pourrait... Ça peut être une des solutions. De revenir à un vin bio, Oui, du vin bio. De toute façon, la vocation agricole est primordiale. Parce que la disparition totale, c'est pas possible. Mais non. Il y aura toujours des besoins à satisfaire. Si vous parlez à un gamin de Boisseron là, qui arrive, un des gamins de l'école, qu'est-ce que vous leur diriez? Je lui dis continue tes études pour arriver à avoir une situation hors du commun, en quelque sorte. Il faut une situation hors du commun. Moi, je cite mon exemple. Mais ça c'est sûr. De Boisseron, vous avez fait un sacré parcours. Pour y revenir. Mais les gens, pour ces jeunes-là, ce serait quoi les métiers d'avenir pour vous? Parce qu'actuellement, avec tous les chômeurs qu'on a... Un sophisme veut parler de l'informatique, enfin, et tout ce qui tourne autour. Là, il y a beaucoup d'emplois d'avenir. Mais il n'empêche que les emplois à caractère manuel, je veux dire, aussi offrent beaucoup de possibilités. Sur les petits villages comme ça, où si on veut se faire un tampon entre Montpellier et Nîmes, il faudrait qu'on ait des activités, quelque chose, lesquelles... La zone de Saint-Cériès, elle est vide, la zone artisanale de Saint-Cériès est vide. Ils sont en train de s'installer quand même. Une installation qui est en cours. Oui. Oui. Mais écoutez, je laisse ça à nos augures administratifs, c'est à eux de décider. Mais vous pensez qu'au niveau solaire, il y aurait des possibilités... Ça peut être... Bon, l'avenir du solaire, oui, mais il y a l'individuel, chacun sur son toit. D'accord, ça c'est important aussi. Et puis au niveau collectif, il pourrait se faire des choses. Oui, il y en a suffisamment isolé pour qu'on mette des éoliennes qui ne gêneraient pas la population. Et qui pourraient amener une production d'énergie. Oui. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu comme la déviation, la piste cyclable. De toute façon, il y a toujours des pour et des contre. C'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise de l'énergie, comment dirais-je, naturelle. Autrefois, au moulin, tous les moulins fonctionnaient grâce aux différences de niveau hydraulique. De l'eau. Encore le dernier qui fonctionnait, c'est Émile Prost, on en parlera. On ira le voir. Je me souviens, bon, ils avaient la chute de différence de niveau était utilisée pour faire tourner le moulin. Et la personne qui l'avait utilisé après avait fabriqué une petite centrale électrique. Oui, bien sûr. Fabriquait aussi de l'électricité à partir de cette chute, cette petite chute. Donc pour vos petits-enfants, reprendre la terre, reprendre... Et le village aujourd'hui, vous le ressentez pas un peu comme village dortoir par rapport à avant? C'est un peu l'impression qu'on a, oui. Quand même, il faut voir le foisonnement des associations sur Boisseron. On peut dire que ce n'est pas un village mort qui doit continuer à avoir une activité bien satisfaisante. C'est-à-dire que pour lutter contre un petit peu cet aspect de village dortoir, c'est par la vie associative. C'est ça, oui. Et il faut que cette vie associative reste bien présente. Elle l'est déjà. Avec l'école aussi, parce que c'est une creuset qui habituera les gens à se rencontrer davantage. Au fur et à mesure qu'ils vieilliront. Par l'école. Ouais. Par l'école. Et donc il y a aussi l'école et milieu associatif, quoi. Ouais. Puisque ça part de là. D'accord. Et sur Boisseron, ben, il s'est créé aussi une crèche et puis il s'est créé aussi une maison de retraite. Ouais. Avant, on a vu Madame Vallot, on a vu d'autres possibilités. Ils recueillaient les gens à domicile. Oui. À domicile. Le problème du vieillissement de la population... À mon avis, c'est un avantage pour la commune d'avoir une maison de retraite. Pour rester plus proche de... Encore que personnellement, bon, je trouve que le cadre est un peu, comment dire, sclérosé.
sclérose, non, c'est pas la faute C'est de... médicalisé, hein. C'est pas la faute de, comment dirais-je, des gestionnaires. Quand vous allez là-bas, vous voyez tous ces gens sur des voitures à roulettes. Hein. Oui, c'est qu'on y arrive de plus en plus tard. Moi, j'y allais quelquefois pour voir mes anciens administrés, bon, les gens que je connaissais, des amis, mais il y en a pratiquement plus de boissons à l'heure actuelle. Et pour remplacer des maisons de retraite qui sont peut-être, comme vous dites, quand vous dites sclérosées, c'est parce que c'est un grand nombre de personnes qui sont concentrées au même endroit, etc. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Ben, il y a le maintien à domicile. À mon avis, c'est très important. C'est la solution pour laquelle j'ai opté. Je m'étais intéressé au seigneurial, vous voyez. Oui. Mais finalement, bon, tout compte fait, on est bien mieux dans sa maison. Ouais. Donc il y a les... J'ai fait quelques investissements d'ailleurs pour être bien. Je ne m'occupe plus le premier étage d'ailleurs. C'est trop fatigant de monter, descendre. Mais ici, bon, je suis en train d'aménager la salle de bain aussi. Oui, donc c'est resté chez soi. Et donc ça crée c'est aussi une source d'emploi, ça. C'est sûr, bien sûr. Une source d'emploi. Pour le maintien des personnes. Déjà les ménagères, mais plus tard peut-être j'aurai davantage. Oui, mais c'est donc déjà pris comment dirais-je, des points de contact pour avoir un chauffeur. Ah, aussi. Parce que vous savez que lorsque on ne peut plus conduire, ben on est condamné à la réclusion. Alors là, j'ai... Et ça existe? Mais non, mais enfin, pourquoi pas? Création d'emploi. Oui. Création d'emploi. Vous savez que la fleuriste qui s'est installée là, on est à très bon terme. Son mari, justement, serait disposé un jour à me servir de chauffeur. Une façon de créer des emplois pour maintenir les personnes à domicile. De maintenir un peu les relations entre vieux et jeunes, entre jeunes et vieux. Alors ça reste quand même un problème, parce que c'est vrai, vous dites le creusot de l'école. Avant, quand vous étiez jeune, il y avait les parents, les grands-parents qui habitaient là, donc le mélange se faisait automatiquement et les contacts étaient quotidiens, quoi. Ouais. Tandis qu'actuellement, il y a quand même un creusot, je vois, quand on va à l'école, parce qu'on a des enfants ou des petits-enfants, on contacte une population jeune. Mais après, comme ils ne sont pas d'ici, ils n'ont pas d'ancêtres ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a, même malgré les associations, il y a quand même une frontière, pas une frontière, mais un creux, et une communication qui est difficile entre les personnes non actives. Je crois que la fin de l'activité professionnelle fait une coupure, et les personnes actives. Et que c'est ce qui est un peu la grosse différence à ce qu'il y avait avant à Bosseron. Puisqu'à Bosseron, actif, non actif, tout le monde se voyait tout le temps, à un endroit ou à l'autre. Et ça, vous dites, j'envisage éventuellement un chauffeur en prenant un jeune. Oui. C'est un contact. C'est une piste. Envoyez-vous d'autres. Je n'ai pas réfléchi, à vrai dire. Mais c'est une piste à creuser pour éviter... C'est un peu une ségrégation, en fait. Oui. Un peu une ségrégation. Parce que vous pensez que dans le village, il y a des personnes isolées? Certainement, oui. En discutant avec mon aide ménagère, je vois que certaines personnes n'ont pas la vitalité que je peux avoir et qui se laissent glisser vers l'échéance finale. Donc, j'ai eu un exemple, je ne citerai pas de nom, enfin, mais j'ai vu comme ça des gens qui finalement, il n'y a plus de famille, il n'y a plus... Donc là, il y a un manque quand même, dans la socialisation, dans les relations sociales. C'est ça, enfin, bon, personnellement, bon, je suis entouré par ma famille, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais il y a des gens qui sont seuls. Dans un village où on n'a pas l'impression. Là, franchement, c'est vrai que c'est un aspect que je n'avais pas envisagé. Écoutez, mais ça dépend, il y a des relations. Bon, moi, je ne suis pas... comment dirais-je, je n'ai pas l'esprit social, enfin, pratiquement, mais j'ai des amis que je vais voir régulièrement. En particulier, je connais une dame qui ne se déplace plus, qui reste chez elle, je vais la voir une fois par semaine. Et je crois que c'est par des liens d'amitié, déjà c'est un premier point. Ensuite, il faudrait des visiteurs, je cherche le terme que je cherchais, que je ne suis pas arrivé à sortir. Visiteurs. Des visiteurs de personnes à domicile. Oui.
pour aller passer un moment, discuter. Oui, oui, parce que ces personnes qui restent à leur domicile sont quand même en bien meilleure santé que ceux de la maison de retraite où parfois le contact est difficile. Hein. Oui, oui. J'ai travaillé, le contact est parfois difficile avec eux. Mais ceux qui sont à domicile, ils ont cette solitude. Il y a des gens à domicile qui ne se déplacent pas. C'est ça le problème. On parlait de la voiture, de la bagnole, mais il y a autre chose encore. Et c'est la relation sociale. Ouais. Et l'ouverture sur le monde extérieur. Quoi. Il existait autrefois une association de personnes âgées, dans le cadre des diverses associations. Peut-être qu'il y a une idée à creuser. Là. On leur trouvait des activités, des voyages, jusqu'à un certain point. Mais je pense on a une tranche de personnes qui sont plus accessibles à ça. Oui. Parce que le foyer rural le fait encore. Oui. Mais quand vous dites que c'est vrai qu'on a un monde associatif qui est actif sur Boisseron, Oui. il y a peut-être cet aspect qui a été laissé de côté. Oui. Et c'est en parlant avec vous que, bon, vous l'abordez, on le découvre. Oui. Pour d'autres personnes, bien sûr. Et que peut-être dans le sens de dire, de croiser les générations, ou de croiser les associations. Par exemple, le portage de livres à domicile, vous pensez, puisqu'on a une belle bibliothèque. Exact, oui, c'était une idée, je n'y avais pas pensé. Ça pourrait être... c'est une façon d'entrer en communication avec quelqu'un. Oui. Et puis ça fait une visite qui est hors du cadre de l'assistante maternelle, Oui, ou de... Voilà. Il faut trouver des bénévoles surtout. Mais l'idée de portage de livres à domicile, c'est une bonne idée. Et ces personnes-là, elles se font pas connaître auprès de la mairie? Je pense pas, moi. Non. Donc elles viennent pas au repas, elles viennent pas à tout ça, donc elles... voilà. Non, il y a des gens qui ne se déplacent pas, qui restent cloîtrés dans leur cuisine. Quoi. Alors, il y a le problème qu'on pourrait aller leur rendre visite, et est-ce qu'ils seraient encore capables d'utiliser un véhicule, s'il y a un chauffeur, pour aller ouais. à Sommières, au cinéma, ou au marché, ou aller voir la mer peut-être, tout simplement, même si c'est pas chaque semaine, même si c'est pas... Je pensais que ça c'est... Parce que ces gens-là, donc, effectivement, ils sont pas répertoriés quelque part. On les connaît pas, ils ne se font pas connaître, mais ils existent sur Boisseron. C'est sûr. Vous savez, tant qu'on est les deux conjoints, qu'on vit ensemble, c'est une chose. Le jour où il y a une séparation, la vie n'est plus la même. Il y en a qui se replient sur eux-mêmes, qui finissent par avoir besoin de sociabilité, je ne sais pas moi. Mais c'était un aspect auquel je n'avais pas pensé. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose comme ça spontanément, vous, sur Boisseron, qui n'est pas sorti dans la conversation? Boisseron pendant la guerre, est-ce que Boisseron a été marqué pendant la guerre? Mais assez marqué, oui, bien sûr. On a dit, vous parlez des bombardements, enfin... Oui, Jean vous en a parlé. Ouais. Moi, je vous parlerai de notre point de vue. Pendant la guerre, ma mère tenait une épicerie. Non, mais la fleuriste. Là où elle est, oui, la fleuriste actuellement. Et le problème, c'est le problème du ravitaillement. C'est un problème. Je ne raconterai pas la corvée de collage des tickets de rationnement tous les soirs, on collait des tickets sur... Hein? Ça a été on n'arrive pas à avoir un peu le manque. Il y a des gens qui ont souffert de la faim. À Boisseron. Boisseron, je ne sais pas, mais à Sommières, j'en connaissais. Et au niveau des liens entre les Boisseronnais, on a senti des tensions après la guerre ou... Oui, si peu. Si peu. J'ai un exemple personnel, si vous permettez. Mon père était secrétaire de mairie. Alors c'est vrai que c'est obligé d'avoir des rapports avec l'occupant qui avait investi le château de Boisseron. Et alors à la Libération, on lui en a voulu, tout ça. Et certaines personnes auraient bien aimé le traduire devant un tribunal. Seulement j'ai oublié une chose, c'est que mon père avait fourni des fausses cartes d'identité et d'alimentation à des Israélites, à des Juifs, qui se sont portés garant. Oui. Alors d'être un collabo, c'était injuste.
Oui, oui, parce que de toute façon, il y a eu d'autres Français. Enfin, mon arrière-grand-mère a accueilli Adrien Théron, sa maison, il y avait un officier allemand. Ah oui, On ne pouvait pas dire oui ou non. Hein. On était obligé de dire oui. Et à Bosseron, est-ce qu'il y a eu des familles juives qui ont été accueillies par des Bosseronnais? Pas à ma connaissance. Et les Belges? Les Belges ont fait un passage éclair. Pour fuir les bombardements Ah mais non, je pense. On a eu des soldats belges, mais pas de population civile. Des soldats? Oui. D'accord. Et pas trop de... Aussi, quand même, alors, vous parlez du secrétaire de mairie, de votre papa, et dans la population civile, pas trop de petites vengeances ou... Et... Non, il n'y a pas eu de jeune fille torturée par exemple. Je crois que ça démangeait certains. Bon. Je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Non, non, on s'en doutait, mais donc le village est resté relativement neutre. Ici on parlait des Arabes, des musulmans. Oui. Personnellement, moi je suis pas raciste d'abord. Un séjour en Afrique m'a vacciné. Et en plus j'ai fait mon service militaire en Algérie, avant les événements. Et dans le corps où je servais, dans les SPAI, nous avions pas mal d'Algériens de pure souche. J'ai fait des copains là-dedans. Il n'y a pas de... Je ne vois pas de ségrégation possible. Pourtant, il y a des gens qui sont très valeureux là. Hein. Oui, en particulier à Bosseron, où il n'y a pas une population musulmane importante. Et oui, il y a des gens qui... Et où elle est intégrée. Ouais. La population musulmane qu'on a, elle est intégrée. Oui, à peu près, oui. Ils sont nés ici, ils sont allés à l'école ici. Ouais. Il y a 2-3 familles, il n'y a pas... Bon, on demande, hein, je veux dire. Non, on parlait de Sadiki tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est très lié avec son fils. Et avec lui-même, quand je le vois en bavarde, on parle de l'Algérie. Oui, oui. Et donc vous, qu'est-ce que vous verriez, ça c'est une nouvelle problématique de notre monde actuel. Oui. Est-ce que c'est une troisième guerre? Non, tu parles de trucs... On va pas savoir. D'accord. Bon, mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu intéresser à ma modeste personne. Non, mais ça nous donne une ouverture. Voilà, je salue tous les Boisseronnais au passage. Présent, futur et à venir. Futur et à venir, c'est une pelonnade. Merci beaucoup. Merci pour eux. Ok, c'est bon. Et sinon, vous avez une anecdote, des choses comme ça, sans Bosseron Je sais pas, un truc qui vous vient à l'esprit? Je sais pas. Fête de village Je sais pas. Les fêtes de village, les premières fêtes de village, quand est-ce qu'elles ont eu lieu? Oh, ça remonte au temps historique. Ouais, c'était il y a... C'était la fête votive, c'est-à-dire... Du patron de Saint-Laurent. Ouais. Avant même que vous soyez maire, ça existait déjà? Bien sûr. Bien sûr, ouais. Ah, oui. Même du temps de mon père, et du grand-père aussi. Oui, donc c'est vraiment une très vieille tradition. Avec les courses de taureaux, bon, qui n'étaient peut-être pas entrées dans les mœurs comme maintenant. On n'a pas parlé de la malade de Mermont. Oui, qu'est-ce qu'elle a cette malade? Ça continue, s'enregistre. Ouais, je fais le montage, pas de souci. La manade, ouais. Il y a une malade à Boisseron, quoi, c'est une nouveauté. Oui, et il est parti de rien et il a monté sa manade. Ouais. Ils avaient la fée des Biao. La fée des Biao, il faut traduire ça. La fée, c'est la foi, hein? La foi, mais enfin, c'est pas ça, c'est le... La fission, l'amour. L'amour, oui. L'amour du taureau. Biao, c'est le taureau. La fée des Biao. Mais c'est un amour fort. C'est entre amour et foi, quoi. Hein. C'est dévotion. Je me rappelle quand nous allions au pré, parce que pendant la fête, et il y avait M. Bourguet qui nous expliquait un peu tout ça, et qui nous disait, Pichot, regarde un peu, regarde un peu. Et il nous apprenait à raseter. Ah bah tous les... Oui. Moi-même, j'ai participé à ces jeux de l'arène. Je me souviens d'avoir été monté à une charrette par une vache qui m'avait poussé du museau.
Ah, mais c'est-à-dire c'était J'avais un pantalon blanc ce jour-là, il était devenu. Voilà l'anecdote si vous voulez. Vous avez fait beaucoup de barrières. Oui. Une chance que ça a été le museau, à la corne. D'accord. Ouais. Donc ben, nous irons voir certainement Monsieur Brosse, Oui. parce que c'était son père était meunier, lui il a Oui, été oui. aussi, Émile. Et puis en parlant de malade, peut-être on ira rencontrer Ouais, voilà. Jean-Marie Marmot, L'amour, oui. bien sûr, parce qu'il est agriculteur et Il a eu beaucoup de mérite de s'installer à Boisseron. Enfin, c'était une histoire de famille, mais enfin, il a pris la relève de bonne façon. oui, oui, beaucoup de travail. Il reste son fils Je ne encore. vois plus de, je sais pas, de personnes âgées encore. Il y a Monsieur Jean-Jean, Marcel, oui. Monsieur Jean-Jean qui reste, voilà, et Monsieur Blanc aussi, qu'on voit plus beaucoup, Maurice Blanc. Oui, Maurice, oui. Maurice. Il n'a jamais été, il est toujours resté un peu Oui, un peu. à l'extérieur des villages. Lui, on vendangeait un peu avec lui, donc Ouais. on connaissait un petit peu. Mais bon, c'est vrai que nos anciens. On n'a pas parlé de, je pense à l'instant, on n'a pas parlé des curés non plus. Ah oui, ça, vous pouvez nous en parler. On a eu oui, maître Monseigneur Lalanne. Monseigneur Lalanne. Monseigneur Lalanne, oui, qui était vraiment pittoresque. Comment était-il arrivé ici, son histoire? Parce qu'il ne venait pas de l'église catholique, lui. Il était orthodoxe, non? Non, il était Catholique? Henrique Melkite, je ne sais pas comment il l'appelle, archimandrite. Il était archimandrite, Ouais. son titre. C'est lui qui nous a mariés, bien. Et il a marié beaucoup de gens dans les années 50, Ouais. il m'a baptisé. Bon. Ouais. Et. C'est très sympathique. Par contre, vous aviez l'abbé Auziol. À l'époque, c'était vraiment comment dirais-je, il voulait régenter un peu le village. Exemple, au bistrot là, qui était tenu par Madame Teferi à l'époque, tous les dimanches il y avait le bal et tout ça. Alors le curé avait imaginé de la faire excommunier. Et il lui refusait la communion quand il allait à l'église. Vous voyez où il allait? C'était un intégriste. Ah oui, parce que vraiment c'était un lieu de débauche, le château. Le pavillon, là, le café. Non, c'est pas le pavillon, ça c'était. Après. Parce que vous savez, le café, il y avait le café noble, enfin, et le café roturier. Et c'était celui des remparts? C'est des remparts. Bon, c'est une vue de l'esprit, mais enfin c'est un peu ça quoi. Là il y avait un billard, vous voyez. Là-bas il y avait le bal. Et donc, c'était monsieur, le prêtre Auziol. Avant Monseigneur Lalanne, donc. C'était bien avant, oui. Mais on en a eu on a eu aussi le père Georges, Oui, qui a fini tristement. et lui m'a marié. Oui, il les a mariés. Oui. Qui était une figure. Il est resté longtemps au village. Oui, oui, il était très sympathique. Il avait beaucoup fait de choses avec les jeunes, Ouais. mais bon, il a dû finir sa carrière, quoi. Sa carrière s'est Ouais. terminée. Et puis maintenant, l'église est fermée. Il n'est pas fermé, mais enfin, le prêtre, je ne sais pas combien de paroisses à desservir, c'est insurmontable. Comment expliquer cette désertification? Parce que le dimanche matin, il y avait un monde fou arrivé en centre du Même village. quand il y a des messes importantes, il y a beaucoup de gens, mais ça arrive, il y a beaucoup de gens qui viennent des villages voisins. Non, c'est un mouvement, comment dirais-je, général, quoi, la désaffection pour la religion. Moi, je vois dans ma famille, il y en a pas qui se sont mariés, mes jeunes, très peu qui se sont mariés à l'église, ils ne vont pas au catéchisme, etc. Quoi. Mais c'est... Même, souvent, j'ai une de mes petites filles qui a fait baptiser sa fille à la mairie, le baptême républicain. Tu connais la procédure. Bon, en tant que mère, ça ne m'a pas choqué, mais en tant que grand-père, je pensais que si mon épouse était encore là, ça m'aurait un peu fait plaisir. Non, franchement. Ah ben, peut-être qu'on était rétrograde à l'époque, j'en sais rien. Mais quand même, la vie spirituelle, ça a son importance. C'est peut-être un vide. Et le temple était fréquenté? Le temple, bon, c'est comme tous les autres. Ils ont plusieurs paroisses à desservir, à plusieurs, ils passaient par les paroisses.
plusieurs lieux de culte. Et il y avait des minorités protestantes à l'époque, mais maintenant c'est fini. Il y a eu à l'époque aussi des bisbilles entre protestants et catholiques. Enfin. Mais il a été fréquenté le temple. Oui, oui, À bien l'époque, sûr, bien sûr. voilà. Et les deux communautés Ça va, pas de problème. se côtoient. Moi je suis très copain avec Sophie, la pasteur. Et oui, la prédicatrice laïque, Ouais. qui fait tous les... Elle me dit je fais plus d'enterrements que de mariage. Ouais. Elle en a eu fait des mariages, elle a fait même des baptêmes aussi. Mais on pourra... C'est quelqu'un aussi qu'on peut... Pour voir Oui, aussi. il faut voir aussi parce que... Sa famille était une très vieille famille de Boisseron, il y a des personnes illustres. Un de ses arrière-pères, Zuccarelli, était maire de Montpellier. On n'a pas parlé des personnes non plus qui avaient Les Zuccarelli. des anciennes de Boisseron. Zuccarelli, vous avez Maître Lafont, Maître à la un fond. résistant notoire, compagnon de la Libération aussi. Et vous aviez mon voisin, monsieur Théron. Peyre. Père. Qui avait écrit des pièces de théâtre en Languedoc, qui avait été sous-préfet. Et d'autres célèbres, parce que M. Père, je ne le connaissais pas. Non, vous voyez, il y avait une pièce qui s'appelait Michel l'aurait Potégaire, qui a été jouée un peu partout à l'époque, en Languedoc. En Languedoc. Je le vois avec sa canne, son Panama. C'est un très bon rapport. C'est peut-être lui qui m'a décidé d'une vocation administrative. Encore que si je suis parti outre-mer, moi c'est les films sur Tarzan, c'est les petits bouquins de l'époque, l'Intrépide, vous savez. L'envie de voir ailleurs Ouais. comment ça se passait. Ouais. Et qui on a eu d'autres comme personnages... Mais je ne sais pas. Mon père, j'y pensais pas. Zuccarelli, oui, je savais. Oui, Parce qu'après, le petit-fils avait eu une manade. oui. Michel. On a Maurice Chauvet, c'était qui? Parce qu'on a une rue qui s'appelle Maurice Chauvet. Moi, je savais. Et on Moi, c'était un ami du maire. Ah d'accord, parce que Un c'est un écrivain. journaliste, non? Un journaliste écrivain, enfin. D'accord. Et par contre, le maire avait des amis écrivains dont c'était... parce que la bibliothèque Il avait s'appelle la salle Lafont. Lafont, oui. Il avait. Et monsieur Lafont venait souvent écrire ici chez le maire. Oui. Par Lafont, on dit ça. Mais c'était Dominique Lapierre. Lapierre, voilà. Dominique Lapierre, qui venait écrire et terminer des... Moi, j'ai tous ces ouvrages. Et certains sont terminés à pied bouquet. Oui, hein. à pied bouquet. Mais ici, à pied bouquet, oui. Mais bon, c'était pas un boissonné, mais enfin, c'est un Oui. boissonné Il avait bien Boisseron, oui, c'est vrai. qui a fréquenté Bosseron. On a eu, je crois récemment, un consul anglais. Il y est toujours. Il y est toujours. Oui, il habite en dessous du cimetière. Il est très sympa d'ailleurs. Je perds la mémoire des dents. Enfin, je n'ai jamais vu, mais de plus en plus. Au niveau des familles, disons, qui apportaient une grosse animation, même au niveau économique, c'était là où on faisait vers là où habite Madame Trambouze, en face, là, toute la distillerie, tout Oui, ça. ça appartenait à son mari, quoi, enfin, à Trambouze. Son grand-père, c'était le grand-père de Trambouze qui avait créé cette usine de distillation, qui a employé pas mal de gens à l'époque. Donc il y avait une grosse, là il y avait une grosse activité. Oui. Après, comme grosse activité sur Boisseron, c'était des viticulteurs. Oui. Sauf cette entreprise de M. Trambouze. Ah, oui. Non, je ne vois pas. On a fait le tour, hein, je crois. Ah oui, pas mal. On a encore beaucoup de choses. Oui, il y a pas mal de choses. J'ai presque plus de mémoire. Voilà. Voilà. On arrive. On vous remercie. Voilà. Et puis on vous fera passer un exemplaire quand on l'aura Oui, je vais finalisé. faire un premier montage et dès que j'ai D'accord. un premier jet, je vous la mets. Voilà. Ah, quoi. Vous avez un lecteur DVD? Oui, bien sûr. Oui, eh ben, Bien sûr. Parfait. Regarde, tout C'est que équipé. l'air de rien, les lecteurs DVD, petit à petit, il y en a de moins en moins. Non, je ne m'en sers Ouais, pratiquement je pas, coupe. moi.